Du coup, bah, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Bleuette Dio, comme vous savez. C'est pas une surprise pour la plupart d'entre vous, vous l'attendiez aussi. Bonsoir ma chère Bleuette, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Demian. Ben écoute, ça va très bien, ça va Ouais. super bien. Je travaille beaucoup en ce moment, mais Sans voilà, ça va blague, super tu bien. travailles encore, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Ben oui, je travaille parce que c'est ma passion, hein, voilà, c'est une grande, grande Je passion pour sais, moi, l'histoire, comme tu l'as dit, hein. Ouais, ouais. je sais. Et justement, écoute, moi je suis très content déjà de te retrouver dans ce live et aussi de te retrouver pour la troisième édition, parce que cette troisième édition, quelque part, c'est un peu la dernière édition avant une prochaine et longue édition qui sera dans plusieurs années. Comme je t'ai dit, je vais lever un peu le pied. Et du coup, tu nous reviens en pleine forme, Bleuette, parce que tu as sorti ton dernier ouvrage dont on avait parlé d'ailleurs dans un live précédent il y a 1 an et demi, parce que tu étais en pleine finalisation de l'écriture. Et cet ouvrage, il s'appelle Les Tribulations de l'Arche d'Alliance. Alors, De l'Arche je d'Alliance. vais, je vais, je vais mettre une petite image à l'écran pour que les gens puissent voir la couverture de cet ouvrage vraiment magnifique. Alors, je te demande 2 petites secondes, ma Merci. chère Bleuette, parce que comme tu le sais, je suis toujours un petit peu au four et au moulin, comme tu as deviné, comme tu le Oui, je sais. sais, je te connais. Voilà. Et du coup, j'ai un petit peu des soucis des fois à lancer. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, j'ai un petit problème de technique là Voilà, c'est aujourd'hui. ben, disons que c'est les Tribulations de l'Arche d'Alliance, je l'ai sorti à la fin de l'année dernière. Et Ouais. voilà, donc j'en ai parlé là récemment dans un autre live. Et voilà, c'est un ouvrage qui marche bien et puis dont je suis assez fière. Eh ben, Voilà, écoute, donc c'est ça, les Tribulations. hop, C'est une voilà. enquête historique, on va dire. C'est Voilà, même pas vraiment un essai, c'est une enquête. c'est une enquête Voilà. historique et comme je te disais, c'est un, Oui, un ouvrage dont on avait parlé dans un ancien live. On en avait déjà un petit peu parlé. J'invite les gens à. De toute façon, tu peux nous en parler quelques minutes là, il y a aucun souci. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette année, tu vas venir à Pimpon, non pas avec un oui, sujet en lien avec les tribulations de l'Arche d'Alliance. Bien sûr, pas du tout. l'ouvrage sera disponible en dédicace et tu seras avec nous pour nous en parler, bien sûr, durant la Oui, bien conférence. sûr. Mais Mmh. tu nous reviens avec un sujet qui est un peu complémentaire des mystères explorés sur cette troisième session, puisque tu vas justement nous parler d'une sacrée énigme en lien avec les aliments de Carniac. Et je suis vraiment content parce que de ta présence déjà et de cette thématique, parce que c'est vraiment, on touche le cœur de la Bretagne. Et Le les cœur de la personnes, Bretagne, voilà, tu le fais à Pimpon, donc on est eh oui, vraiment dans la Bretagne et vraiment, heu, les alignements de Carnac, les mégalithes, tous les tumulus qu'on peut avoir en Bretagne, c'est vraiment c'est le cœur vivant, enfin vivant, c'est le cœur c'est ça. fossile même, je dirais presque de la Bretagne, hein, voilà, tout à fait. Bien sûr, exactement. C'est essentiellement de ça dont je vais parler, mais c'est vrai que je pourrais parler de l'Arche d'Alliance, de la jeunesse de l'humanité, Mais tu à parleras tous un ceux peu qui de tout seront ça. Je sais que présents, mais ce sont des on va sujets en qui se parler. croisent. Ces sujets se croisent et tu vas nous Ça se parler un croise peu pas de vraiment l'Arche parce que d'Alliance. au fur et à mesure que j'étudie là les mégalithes, je me rends compte qu'on a une sorte de bagage culturel qui arrive tout droit de Göbekli Tepe, de toute l'Anatolie et du croissant fertile. Et je retrouve des similitudes. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hmm. Et alors, justement, par rapport à cette thématique, le mystère de ces alignements à Karnak, sans trop nous en donner, sans trop nous en dire, est-ce que on peut dire que tu vas introduire quelque part des clés de compréhension de ce vaste complexe en fait de Pierre Levé et nous dévoiler un peu du mystère justement. Est-ce que tu vas nous donner, parce que les gens vont venir forcément, ils vont aller après à Brocéliande pour certains pour la première fois, aller visiter ces alignements et ces domaines. Est-ce que quelque part dans cette conférence tu vas pouvoir nous donner un peu des outils, des clés de compréhension de ce vaste complexe? J'espère, en tout cas, oui. Oui, parce que, bon, disons que je suis en train d'étudier la question. Voilà, je monte une grande, grande vraiment une documentation assez importante sur le sujet pour écrire un nouvel essai plus tard, hein, Ah dans oui. quelques. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que au fur et à mesure que j'avance, on est en train de se profile, on va dire, le portrait d'une civilisation disparue qui a émergé au néolithique et qui a disparu très brutalement. Hmm. Et alors, moi déjà, je m'attache à connaître cette civilisation, à savoir quels sont au niveau des mégalithes toutes les pétroglyphes qu'on va trouver sur tous ces mégalithes, sur tous ces menhirs, ces dolmens, etc. On trouve quelque chose qui pourrait s'apparenter à une proto-écriture et ça va disparaître brutalement. Et je m'attache aussi à savoir
ça a disparu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, bah, tout s'est écroulé? Et voilà, c'est à propos de tout ça, donc je vais pendant ma conférence, bah, je vais apporter, oui, un peu des clés, un éclaircissement sur tous les sujets dont je viens de parler et sans trop en dire parce que voilà, je vais, dévoiler tout Mmh. ça dans un prochain essai. Mais voilà, ça va être à mon sens, c'est passionnant parce qu'on est face à une civilisation qu'on connaît très peu, qu'on Oui. découvre au fur et à mesure, que certains archéologues dont je parlerai, sont en mesure maintenant voilà, de nous préciser certaines choses. Par exemple, on pensait par exemple que certains pétroglyphes représentaient ce qu'on appelle des charrues, des socles charrues, voilà, des charrues emmanchées, et cetera. Et on se rend compte à l'heure actuelle, grâce à l'imagerie 3D par exemple, que ce sont des cachalots et que Ah oui. on n'imaginait pas du tout que ces peuplades du néolithique puissent, par exemple, naviguer en pleine mer. Et puis on se rend compte, ben voilà, que on va trouver des pétroglyphes qui représentent des barques stylisées, des soleils, des vagues, etc. Mmh, Et tout mmh. ça, ça évoque évidemment des chasses aux cétacés en pleine mer, des choses comme ça. Mmh. Alors qu'il y a même ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière, jamais on n'aurait envisagé un truc comme ça. C'était pas envisageable pour des historiens ou des archéologues. Alors que maintenant, on se rend compte, bah, qu'on ne connaît pas ces peuples, Mmh. qui étaient là, implantés, à Carnac, non seulement à Mmh Carnac, mh. mais Mmh. aussi jusqu'en Irlande, en Mmh. Écosse, parce que, Mmh. quand on parle de Carnac, on s'imagine, voilà, 3 alignements, et cetera. Mais en fin de Ouais. compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas, là, à l'heure actuelle, pratiquement tous les alignements, les pierres dressées, et cetera, sont Mmh. soit englouties Oui. comme, les alignements de Carbourniec, par exemple, Ouais. vers Saint-Pierre-de-Quiberon, qui sont engloutis, qui sont sous l'eau. Mmh. Il y en a beaucoup qui sont sous terre, hein, qui se sont, voilà, enterrés, ouais, avec le temps, parce que ça fait quand même un bon bout de temps, ça fait plusieurs millénaires, donc c'est sûr que ça a évolué. Et puis surtout, pendant des années, des siècles, toutes ces pierres, c'était, des carrières de pierre à ciel ouvert et les gens s'en sont Mmh. servis pour faire les maisons, des villages, et Mmh. cetera. Donc Mmh. on estime à l'heure actuelle que près de 3/4 de tous ces alignements de ces pierres, tout ça, ont disparu à l'heure Mmh mh. actuelle. Donc, Mmh. on n'imagine plus à l'heure actuelle le dessin que devaient représenter tous ces alignements, tous ces tumulus, tous ces dolmens, tous ces voilà, on a perdu un petit peu de ces Ouais. images-là. Et justement, je voudrais reconstruire pendant cette conférence, l'aspect que devaient avoir ces alignements à cette époque-là, au Mmh. néolithique. Mmh mh. Alors, Voilà, donc tout je à vais l'heure, te tu parler parlais de tout de ça. ouais, tout à l'heure, tu parlais de pétroglyphes, de proto, écriture. On voit que sur certains dolmens, alors pas tous, hein, certains dans certaines régions, on Oui, retrouve, toujours des sortes de des spirales, des doubles spirales et ça, c'est intéressant parce que c'est des éléments qu'on retrouve un peu partout dans le monde et tu sais que j'étais au Pérou, il y a le mois dernier peu de et que, temps. ben, ces Mmh. spirales, sont très présentes, sur des sites comme, Tiwanaku en Bolivie, sur les rives du lac Titicaca. D'ailleurs, la polémique, comme tu le sais, Tiwanaku, on pense que c'était un port, enfin certains prétendent que c'était un ancien port maritime et que bien il y a eu un cataclysme et que voilà tout ça, ça a été recouvert, l'eau s'est retirée, etc. Ce qui a provoqué un Ah voilà. raz-de-marée quelque part qui a tout balayé. Mais on sait aussi, Bleuette, alors ça c'est un petit peu entre nous parce que on est des passionnés et on se pose beaucoup de questions, toi et moi. On sait que ces alignements, ces menhirs, ces sites de pierre levée ont des vocations archéo-astronomiques, donc en lien avec les solstices et les équinoxes, ils permettent justement d'identifier pour certains sites différentes saisons de la période de l'année. Certains jouent le Oui, rôle un peu de calendrier. Alors bon, c'est le sujet de spécialistes en France comme Howard Cowhurst, qu'on connaît, qu'on salue d'ailleurs, qui sont vraiment, et Quentin Leplat, qui sont spécialisés dans tous ces sites et ces positionnements. Mais mmh, on a du mal à imaginer au néolithique, tels qu'on nous décrit les hommes de l'époque, et
les civilisations, les peuplades, entre guillemets, que ces personnes, ces individus avaient connaissance des cycles solaires. C'est un peu étonnant quand même pour des peuplades, on va dire, telles qu'on les voit dans les musées, avoir une connaissance des Oui, cycles astronomiques, des cycles solaires, d'autant plus que une connaissance solaire ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle s'acquiert durant de très c'est longues clair. observations, de Par plusieurs cycles un de centaines longue d'années, donc je observation, te dis que c'est quelque effectivement. chose qui remonte à très longtemps finalement. Ça serait peut-être plus ancien que ce qu'on pense. Oui, ça serait plus ah bah, alors disons que, de toute façon, c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, puisque de Oui, toute façon, déjà à Göbekli Tepe, donc il y a quand même plusieurs millénaires avant l'arrivée de Gavrinis et 2000 ans encore après les alignements de Karnak, on a déjà des observatoires astronomiques. Donc je veux dire, oui, dès que l'homme va avoir une certaine connaissance, il va déjà tout de suite se positionner vis-à-vis des étoiles. Donc pratiquement, j'estime que tous les monuments, quels qu'ils soient dans cette époque-là, ont un but d'observatoire astronomique, comme mmh, Stonehenge, par exemple, mmh, les alignements de Karnak très précisément, etc., etc. Mais souvent, moi, je le dis et je le répète souvent en conférence, là, ce n'est qu'une mince partie, je veux dire, oui, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il faisait, c'était pas juste un observatoire ou juste un mmh, tombeau, ou je pense qu'il regroupait tout ça mmh, et pour moi, je veux dire, ces spirales qui évoquent très certainement les mouvements de l'eau, puisque on a repéré, par exemple, à Venise, par exemple, toutes les spirales ne sont pas les mêmes. On a des spirales qui sont plus lentes, qui sont plus douces, qui représentent l'eau calme. On a des spirales qui sont beaucoup plus anarchiques, qui représentent très certainement bah, les tourbillons de l'eau, les vagues plus importantes, etc. Donc, on est certainement, il y a un rapport avec l'eau, je pense, mais mmh, c'est pas sans raison, à mon avis. mmh, Parce que mmh, quand on sait que l'eau a monté de façon brutale et qu'elle a englouti énormément de tous ces sites sacrés, je pense qu'on est face je dirais, presque à un traumatisme hein, mmh, de ces civilisations qui voient arriver l'eau parce que l'eau va monter vite, elle va monter pour des raisons bien précises dont je mmh, parlerai dans cet essai. Et voilà, à un moment donné, on a retrouvé par exemple des haches cultuelles, c'est-à-dire ce sont des objets sacrés qu'on va retrouver plantés tout droit, par exemple à l'entrée de certaines plages qu'on a mmh, retrouvées d'ailleurs, mmh, mmh, mmh. et qui sont là pour symboliquement arrêter la montée des eaux en se disant Oui, oui, voilà c'est une protection divine oui, pour eux oui, mmh, pour arrêter l'eau. Donc je veux dire on est face donc à un observatoire bien sûr parce qu'il faut ben voilà on est face à une civilisation qui commence à cultiver. On est vers les premiers mmh, cultivateurs. Donc, qui dit mmh, cultivateur vont dire mmh, nécessité de connaître bah, les cycles des saisons, savoir quand on va planter, quand est-ce qu'on va cueillir, etc. Donc, je pense que tous ces observatoires, entre guillemets, sont bah, des monuments qui sont dédiés non seulement bah, au début de l'agriculture, mais il y a mmh, tout un tas d'autres choses. On a une correspondance avec des sons, des correspondances de sons qui sont là pour la guérison, par exemple, comme à mmh, Stonehenge. Et mmh, on est face aussi ben, à des endroits où devait y avoir des processions avec des chants, voilà, de sortes de prières, des incantations, des choses comme ça. mmh, Et voilà, ces monuments lithiques, ces monuments mégalithiques ont certainement plusieurs fonctions. Comme à oui, Göbekli Tepe où je disais oui, qu'il y avait un observatoire, bien sûr, mais une chambre mmh, ben, funéraire, une chambre de création, etc. Et je mmh, pense que ce sont des temples ou des monuments multifonctions. Moi, mmh. voilà ce que je Alors, pense très sincèrement. il y a des gens qui pensent alors, il y a une question de Ève, qui nous demande, qui te demande s'il y a eu des études en géobiologie sur ces sites. On parle de réseaux Oui. telluriques et du coup, bah, ça rejoint un peu la question que j'avais. Quelque part, il y a certaines personnes qui pensent que l'emplacement de ces menhirs n'est pas anodin et que, ça pourrait être enfin, ces pierres levées, ces sites de pierres levées pourraient jouer un peu le rôle d'aiguille un peu, acupuncture, pour, la terre, les énergies, conduire les énergies et cetera.
Voilà, est-ce que Moi, je c'est une pense oui, hypothèse parce qui que peut être de dans toute façon, il y a eu des oui, effectivement, il y en a eu plusieurs d'ailleurs mmh, et donc des travaux menés en ce sens et effectivement, on s'est rendu compte que certains menhirs sont vraiment plantés, mmh. ce qu'on pourrait appeler des points de respiration de la terre, c'est-à-dire où il y Ah, a voilà. dessous des courants telluriques qui croisent des rivières souterraines ou des choses comme Mmh, ça et mmh, on sait à l'heure actuelle, par exemple, que certains sites sacrés et qui vont donner lieu ensuite à des cathédrales ou des choses comme ça, mmh. étaient souvent construites, par exemple, sur ce qu'on appelle le Oui, néméton. Les némétons, c'était les clairières sacrées des druides, qui étaient elles-mêmes implantées sur des lieux mégalithiques sacrés. tout Et à fait. c'est pas construit n'importe où, on les construit Oui, oui. vraiment sur des endroits voilà, qu'on pourrait appeler des points particuliers, au niveau de la Terre, où la Terre, «respire» entre guillemets, Ouais. sur ces courants telluriques et je pense, oui, qu'à mon avis, ils connaissaient, presque enfin, est-ce qu'ils le savaient d'instinct ou est-ce qu'il y avait une raison, qui enfin, ils avaient peut-être des connaissances que nous avons perdues, mais je pense que sans ces outils que nous sommes obligés d'utiliser pour pouvoir connaître ces points, par exemple, ces points que j'appelle moi des points de respiration, Mmh, je et eux savaient et ils implantaient certains de ces menhirs, certains de mmh, ces sites sacrés étaient mmh, vraiment implantés à ces mmh, endroits bien précis, oui. tout à fait, ouais, ouais. Alors en plus, quand on sait que certains menhirs, certaines pièces, contiennent du feldspath, du quartz, on se dit que c'est pas non plus anodin le choix de ces pierres levées puisque, c'est ass Certainement. les minéraux, on le sait, ont certaines propriétés, de conductivité, dans tout ce et tiennent un Je certain le rôle dans pense et je le pense d'autant que, souvent sur des menhirs, certains enfin pas tout enfin loin de tous les menhirs, mais par exemple certaines dolmens, certains monuments ou et même plus tard dans de certains temples comme, on va le retrouver ou en Sardaigne, ou, choses comme ça. On mmh, va trouver des pierres à cupules et ces pierres à cupules, je pense que et je ne suis pas la seule à le penser, sont souvent des réservoirs d'eau et parce que l'eau était sacralisée à cette époque-là et elle bien était sûr. sacralisée par, les rayonnements solaires Ouais. et par les courants telluriques qui traversaient ces granites, ces Mmh mh. quartz et je pense que pour eux, ça en faisait presque une eau qui était capable de guérison. Je pense qu'ils voyaient là, une forme de sacralisation de l'eau, de la pierre et des rayonnements solaires, je pense, pour moi. Après, tu parles, beaucoup d'eau, par rapport à, aux anciens peuples, anciennes peuplades. Bon, on sait que l'eau, Oui, c'est la vie, c'est vital. C'est aussi, l'eau, source de oui, nourriture et oui, oui, tout à alimentaire, fait. pour les pêcheurs et cetera. Mais, il y a aussi, l'eau, la symbolique, qui est très forte aussi, dans les traditions primordiales, les cultures primordiales, Totalement, puisque, totalement la et je connaissance pense vient que de l'eau. là, l'eau dans la symbolique là, pour moi, c'est même, certainement l'eau, c'est dans le ventre de la maman, on est dans de l'eau, hein, ni plus ni moins, hein, c'est quand même de l'eau et je pense que, on rejoint un petit peu cette symbolique et quand on va dans certains, monuments, mégalithiques sont construits, par exemple, sur des îles un Mmh. peu rondes comme ça et on est enfermé dans ce monument, Mmh mh. et voilà, on a la sensation quand on est à l'intérieur, bah, qu'on est coupé du monde, on est entouré d'eau et on a l'impression qu'on retrouve un petit peu, bah, le voilà, le moment de la gestation, le Tout à fait. moment de la voilà, quand on était dans le ventre de la mer et je Mmh. pense qu'il y a quelque chose de symbolique dans tout ça et que ce n'est pas pour rien qu'ils ont construit Oui, ça, ouais. souvent dans des îles. Souvent dans des îles, exactement, oui. Peut-être aussi pour, isoler ou, avoir des lieux sacrés qui ne soient pas forcément accessibles aux profanes également, tu sais? Aussi, il y a sûrement Voilà, plusieurs raisons, oui, oui, tout à ouais, fait. il y a plusieurs raisons, mais, du coup, voilà. Bon, en tout cas, c'est très intéressant, tout ça et bah, du coup, les gens qui te connaissent et qui te suivent, bon alors je le répète, je rajoute, tu as sorti donc, l'année dernière, ton ouvrage «Les tribulations de l'Arche d'Alliance». Voilà, une enquête historique à découvrir, vraiment, de toute urgence, j'ai envie de dire. Tu apportes, une Oui, vision, différente et tu proposes une autre, on va dire d'autres alternatives par rapport à ce qu'on pense savoir de l'Arche d'Alliance et surtout tu l'agrémentes comme tu le fais toujours, eh bien d'informations, de références très importantes et après voilà, oui. chacun, chemine dans sa tête, vers, là où tu veux nous diriger, enfin ou plutôt nous montrer et du coup, par rapport à cet ouvrage, «Les tribulations de l'Arche d'Alliance», Bleuette, alors tu le dédicaceras pendant l'événement. Oui, Hem, sûr. Mmh mh. si est-ce que tu peux nous dire
vraiment, pour les gens qui ne l'ont pas lu ou qui le découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un teasing sur quelque part, parce que l'Arche d'Alliance, on en a dit beaucoup de choses. On a dit que ça, contenait, les fameuses tablettes de Moïse. D'autres disent que, c'était, une sorte de générateur, énergétique et cetera. D'autres, pensent que c'était une sorte d'appareil qui permettait de communiquer avec Dieu ou les dieux, hein, selon, où on se positionne. Toi, Bleuette, concrètement, pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin, pour donner envie, qu'est-ce que tu penses que l'Arche d'Alliance représentait exactement? Ou plutôt représente, parce qu'elle existe quelque part, je Alors, pense. en quelques mots, c'est très, très difficile à dire parce que c'est vrai que quand j'ai mené cette enquête, je suis allée beaucoup plus loin même que je pensais aller. Parce que je pense que enfin, la plupart des gens qui l'ont lu, m'ont dit: «J'ai jamais rien lu de tel». Ah oui. Parce que voilà, je m'appuie moi sur des références, vérifiables d'un bout à l'autre, c'est-à-dire Mmh. vraiment les textes les plus anciens, les références, archéologiques, les plus récentes et voilà, donc je dépoussière le mythe de fond en comble D'accord. et voilà et surtout je m'appuie sur tous les faits historiques que nous connaissons. Parce que quand on parle de la Bible, on se base, que sur la Bible et Oui. justement la Bible a été écrite beaucoup, beaucoup plus tard puisqu'elle a Réécrite, été écrite, environ entre le modifiée. 8e et le 6e siècle essentiellement pour l'Ancien Testament, avant notre ère et que l'Arche d'Alliance remonterait au 15e siècle. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Et puis, il y a eu certaines, enfin, pas certainement, c'est sûr et certain, à l'arrivée du roi Josias, le roi Josias va réformer complètement la religion d'alors. Et il Mmh. va, le peuple pardon, le peuple hébreu, c'est dur à dire, était polythéiste. Et là, il va dire, voilà, fini les idoles, fini les faux dieux, et il va vénérer plus qu'un seul Dieu. Ouais, Donc, ce sera le Dieu Yahvé. Et voilà. là, pour ça, il va réinventer l'Arche d'Alliance en lui donnant une puissance imaginaire, en lui donnant un aspect qu'il n'avait pas au départ, en lui donnant un autre nom, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance, puisque son peuple va faire une alliance avec Yahvé en lui disant, ben voilà, on n'adorera plus que toi, mais pas les autres. Mmh. Et l'arche va se modifier complètement. Parce que autrefois, l'arche, avant tout ça, avant ce roi Josias, c'est ça les textes les plus anciens, comme le Talmud de Babylone ou de Jérusalem en attestent, l'arche ne contenait pas les tables de la loi, comme il est Mmh. précisé après, mais contenait ce qu'on appelle la Shérina. La Shérina, c'est la présence de Dieu. Donc, voilà, il y a, je dépoussière ce mythe et Mmh. je vais beaucoup plus loin et voilà et je dis, ben voilà, l'arche, d'alliance ressemblait à ça. Enfin, l'arche d'alliance, l'arche du témoignage parce Oui, que ouais. l'arche d'alliance, c'est pas vraiment son nom, c'est son nom après. Mais elle Mmh. s'appelle l'arche du témoignage au départ, l'arche de D'accord. Yahvé et Ah! voilà, donc je vais dépoussiérer, mais je vais pas donner toutes les conclusions parce que sinon Ouais. Non, mais tu ce sais, je serait vais plus te dire un l'intérêt truc, de lire le même si livre si je dévoile même si on l'enquête, en oui, mais mais même si voilà. on en dit beaucoup, dis-toi que plus on en dit, plus ça donne envie aux gens d'en savoir plus. Donc, de toute façon, tu sais, Je je comprends. pense pas que les gens vont se priver d'une lecture aussi enrichissante que celle que tu, as faite avec, Les Tribulations de l'Arche d'Alliance, parce que c'est une mine d'informations, comme d'ailleurs tous les ouvrages que tu as écrits, auparavant, que j'ai d'ailleurs tous lu et Merci. dévorés. Alors Oui, je n'ai pas encore c'est eu, gentil. le temps, de lire Les Tribulations de l'Arche d'Alliance parce que j'ai, d'autres ouvrages qui comme toi et d'ailleurs comme beaucoup de gens qui nous regardent, on a tous une pile J'en ai d'ouvrages beaucoup, et voilà. j'en Et ai du coup, beaucoup des fois, aussi. bon, on essaie de faire passer, plutôt en priorité les livres qu'on doit lire parce que, bah, tu sais qu'il y a des événements que je prépare aussi encore l'année prochaine et du coup, bah, ça implique, une certaine lecture pour, prendre Bah connaissance oui, du travaux j'imagine. de certains conférenciers. Voilà. Bon, en tous les cas, Bleuette, je le répète pour les gens qui nous rejoignent, on aura le plaisir de te retrouver le dimanche 28 juillet à 11h30 à Paimpont, à l'espace de l'Étang Bleu, donc sur le festival de l'étrange rendez-vous. On aura, le plaisir aussi de te découvrir sur ton espace pour des dédicaces, des ouvrages et puis échanger avec toi aussi, puisque c'est le but de ces rencontres et voilà donc bah, comme, j'ai hâte d'y être n'importe comment, je le dis toujours, j'ai hâte d'y être, mais Également. finalement, j'ai pas envie que ça arrive trop vite parce qu'il y a tellement de travail sur cet événement que quelque part, J'imagine que ça doit être compliqué. oui, bah, de toute façon, comme tout événement qu'on monte. Mais en tous les cas, je Mmh, voulais te remercier infiniment d'avoir répondu présent à ce live et sur la avec plaisir, 3e session de Grand Rendez-vous et moi, j'aurai le plaisir, j'espère, de te recroiser cet été puisqu'on habite pas loin l'un de l'autre pour, une petite, avec plaisir. un petit repas pétanque avec la famille comme, on aime le faire. Voilà.
Avec grand plaisir. Allez, je te souhaite une belle fin de d'après-midi. Profite bien de ce dimanche ensoleillé parce que je vois que le soleil est aussi chez toi comme chez moi Ah et oui, oui, un très beau soleil. bosse bien, prends soin de toi, Bolette et je te dis Merci, on te dit toi aussi, plutôt à cet été, à Pimpon et au plaisir et hâte de te avec retrouver, grand chère plaisir. Bolette. Au revoir à Merci, tous et puis, Bolette. beh, merci de m'avoir invitée et à très bientôt. Au À très revoir. bientôt, ma chère Bolette. Salut, bye bye. Au revoir.